Lundi 17 octobre 2022, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle semaine de nouvelles informations avec Viva Événement. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce jour, page politique. La deuxième session ordinaire des deux chambres du Parlement commencera à partir de demain 18 octobre. Comme l'énonce la Constitution, la deuxième session s'ouvre le troisième mardi du mois d'octobre pour l'Assemblée nationale et le Sénat. Une révision du projet de loi concernant le budget de l'État pour l'année prochaine, c'est-à-dire révision et validation des projets de loi sur le budget de l'État pour l'année 2023 est attendue pour cette session ordinaire. Les situations que traverse actuellement le pays seront discutées durant cette session, notamment les nombreux feux de brousse qui ont eu lieu récemment. En outre, de nombreux projets de loi et propositions de loi vont être examinés par les deux chambres du Parlement lors de cette session. Et la HCC est déjà en pleine préparation des prochaines élections en ce moment. Le but est d'avoir une élection juste et reconnue par tous, précise aujourd'hui le président de cette institution. L'OIF, ou Organisation internationale de la francophonie, nous offre son aide pour la réalisation de ces élections. Cela ne signifie en aucun cas que ce dernier aura son mot à dire sur l'exécution des élections à Madagascar, selon toujours les explications. Vanjessena Mireille, Yves Janel nous en disent plus. La Haute Cour constitutionnelle vise une élection juste et transparente pour l'année 2023. Elle œuvre déjà sur la réalisation de cette vision et est ouverte à toutes les coopérations, selon Florent Rakoutoirsou, président de la HCC. Néanmoins, aucune ingérence dans les affaires électorales à Madagascar ne sera tolérée, selon toujours les explications. Dans le cadre de l'amélioration des méthodes de travail, l'OIF, ou Organisation internationale de la francophonie, a montré sa volonté de coopérer avec Madagascar à l'issue de la rencontre de son représentant avec le président de la HCC aujourd'hui. Délégation de l'Organisation internationale de la francophonie, une mission d'évaluation technique électorale. Nous avons rendu une visite de courtoisie et échangé avec le président sur le rôle de la Cour constitutionnelle, la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar dans le cadre du processus électoral à venir. Nous allons rencontrer d'autres partenaires, notamment la Commission électorale, les partenaires internationaux, pour voir dans quelle mesure l'OIF peut apporter son soutien, son appui au bon déroulement et à la bonne préparation des prochaines élections présidentielles et législatives 2023-2024. L'objectif est une élection reconnue par tous, car la stabilité sociale en dépend, souligne toujours le président de la Haute Cour constitutionnelle, Florent Rakoutoirsou. L'Association internationale des musiciens de la rue, présidée par Guy Sobel, et le club d'excellence de Madagascar de François Lévy-Davidson ont commémoré ensemble samedi 15 octobre la mémoire des ressortissants étrangers qui ont participé à la Première Guerre mondiale pour la liberté aux côtés de la France et des Nations Unies. Cette date est célébrée chaque année depuis déjà 5 ans. Reportage de Mirvulatsir. 45 000 militaires ont participé à la Première Guerre mondiale. Ils ont combattu pour la liberté auprès des Nations Unies et de la France. À cet égard, 4 000 militaires ont perdu leur vie et 10 000 ne sont plus revenus dans leur pays, mais sont restés en France. La commémoration de la mémoire des ressortissants étrangers décédés lors de la Première Guerre mondiale a eu lieu le samedi 15 octobre. Cette célébration a été marquée par la visite des endroits érigés à la mémoire des Asiatiques, puis des Africains et des Maghrébiens, et s'est terminée par l'hommage aux Malgaches qui ont également participé à la guerre. L'ambassadeur de Madagascar en France, Rizara Johnson, a assisté à cet événement. Il a souligné que nous devons rendre hommage aux Malgaches qui ont participé à la Première Guerre mondiale pour la liberté aux côtés des Nations Unies et de France. L'Association internationale des musiciens de la rue et le club Excellence Madagascar prévoient également de construire une maison d'exposition pour commémorer cette date. Dans les actualités de ce jour également, le raccordement du 4e groupe aux 3 autres groupes de la centrale d'Indékalek est achevé à 100%. Les techniciens sont actuellement en train de remplir d'eau les vannes pour que la production d'électricité en provenance de la centrale reprenne selon les informations. Ils sont également en plein essai du transformateur qui relie le groupe 3 au groupe 4. Reportage d'Aniena Martina et Anzara Khazanarfil. La vanne sphérique pour le 4e groupe de la centrale d'Indékalek a été installée hier soir.
Les techniciens entrent dans la phase finale des travaux, dont le remplissage d'eau des vannes afin qu'un décalique puisse produire à nouveau d'électricité. Le premier et le deuxième groupe peuvent à nouveau fonctionner après le remplissage d'eau. Le troisième groupe devra encore passer par un essai avant son fonctionnement, car son transformateur est relié au quatrième groupe. Rappelons que demain mardi 18 octobre à 17h est le délai donné par les techniciens pour finir le travail dans la centrale de production d'électricité d'un décalique. Les travaux s'accélèrent actuellement. Après ces petits détails à finir, le réseau interconnecté d'Antananarivo Indécalique pourra produire les 90 MW d'électricité. Le quatrième groupe, qui vient d'être installé, devra encore passer des essais et par diverses étapes avant de pouvoir produire à 100%. La production d'électricité pourra ainsi augmenter petit à petit par la suite. Le projet Afafi Sud œuvre principalement dans 3 régions du sud de Madagascar. Il s'agit d'un projet financé par l'Union européenne dans le cadre du 11e FED. Il vise à contribuer aux efforts de la réduction de la pauvreté des populations rurales de ces 3 régions fortement touchées par les aléas du changement climatique. Les détails avec Mirvola Sfiran. La commune rurale de Matalak figure parmi les bénéficiaires des projets Afafi Sud par le biais du WHH. Il convient de rappeler que le projet Afafi Sud est un projet de l'État financé par l'Union européenne et œuvrant dans les 3 régions du Grand Sud, dont Andos, Anjoui et Atiwatnanan. Le but est de soutenir les paysans à développer leurs sources de revenus. Le coordinateur interrégional de l'Afafi a souligné lors de la cérémonie de réception provisoire du pont de Matalak l'importance du projet qui, mis à part l'appui aux agriculteurs et éleveurs, évalue également la production de ces ruraux. À noter que la commune rurale de Matalak est un grenier de Tolanar dans diverses productions. Toujours dans cette page sociale, le taux de participation des jeunes de 19 à 31 ans qui ont effectué leur test d'aptitude militaire pour cette année 2022 a connu une hausse de 10%. Les jeunes femmes ont été plus nombreuses que les hommes selon le rapport du service de gestion et réserve au sein du ministère de la Défense nationale. Ceux qui n'ont pas effectué leur conscription ne peuvent pas avoir leur position militaire et devront attendre l'année prochaine. Reportage de Secharanjena Serra de Ramananzatouf. La conscription pour cette année 2022 a pris fin vendredi. Le service de gestion et de réserve au sein du ministère de la Défense nationale a sorti un rapport de la conscription pour cette année 2022. Ainsi, 559 560 jeunes entre 19 à 31 ans ont effectué leur test d'aptitude militaire cette année dans les 23 régions du pays. Les jeunes hommes ont été plus nombreux que les jeunes femmes, car ils étaient 335 185, si les jeunes femmes ont été au nombre de 224 375. Ce nombre a connu une hausse de 10% comparé à celui de l'année dernière. Les jeunes qui viennent d'avoir 18 ans sont venus en masse s'inscrire, selon toujours le rapport du service de gestion et de réserve du ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, les personnes qui détiennent des armes illégales ont jusqu'à la fin de l'année 2022 pour les remettre auprès des bureaux des forces de l'ordre. Dans la page divers, les 10 têtes qui ont été coupées dans le district de Bale-sur-Tirbine, à région Ménabé, restent encore introuvables jusqu'à ce jour. Les vols de zébus, les cambriolages s'y succèdent également, raison pour laquelle les natifs du district de Bale-sur-Tirbine lancent un appel aujourd'hui. Ils craignent une tentative de déstabilisation derrière ces actes, selon les explications rapportées par Annen Martina et Nzar Anjiansu dans ce reportage. Plus de 10 personnes ont eu la tête coupée dans le district de Bale-sur-Tirbine, région Ménabé, selon les natifs de ce district aujourd'hui. Des faits qui ne sont pas récents, mais dont la récurrence inquiète. D'autant plus que jusqu'à présent, aucune de ces têtes n'a été trouvée. Des cas d'insécurité comme les vols de zébus et les cambriolages sont également en recrudescence dans le district. La population n'est plus tranquille. Les natifs de Bale-sur-Tirbine appellent à l'aide. Une enquête approfondie sur la source de ces affaires devrait être menée, soulignent ces derniers. Ils craignent également que la population migre si les cas d'insécurité s'intensent dans le district de Bale-sur-Tirbine.
Dans les actualités internationales, plusieurs frappes russes ont visé aujourd'hui au matin des infrastructures cruciales de 3 régions d'Ukraine, dans la capitale Kiev, laissant des centaines de localités sans électricité, a annoncé le Premier ministre ukrainien Denis Shmyhal dans la matinée. France 24. Au moins 4 frappes de drones kamikazes recensées ce matin dans la capitale ukrainienne. De fait, c'est la première fois que Kiev est la cible d'une attaque coordonnée de drones kamikazes sur son sol dans des quartiers non résidentiels, mais aussi dans des quartiers résidentiels. Des images qui nous parviennent au compte-gouttes d'immeubles en feu où les secours sont toujours à l'œuvre. Je parlais ce matin avec Dasha qui a grandi dans la capitale, qui vit encore et qui me disait, eh bien voilà, une semaine tout juste après les frappes coordonnées de la Russie sur la totalité de notre territoire, on se retrouve à nouveau dans la capitale, dans des abris anti-aériens. Elle me disait, on vient tout juste d'en sortir, enfin, pour pouvoir reprendre, je cite, cette vie normale / anormale. De fait, dans tout le pays, des frappes ont été recensées cette nuit et tôt ce matin à Zaporijjia, où nous nous trouvons, nous avons entendu pas moins de 9 frappes vers 4 heures du matin, sans savoir si elles ont touché des infrastructures militaires. Les autorités nous ont juste communiqué qu'aucun blessé n'était à recenser. Dans le sud toujours, les forces armées ukrainiennes affirment avoir neutralisé au moins 26 drones kamikazes, alors que 3 d'entre eux ont frappé la ville de Mykolaïv. Alors ces frappes, ces bombardements et ces frappes de drones interviennent dans un contexte particulier, celui d'une contre-offensive de la part de l'armée ukrainienne dans le sud autour de Kherson, mais également dans l'est de l'Ukraine, dans l'est où les forces russes progressent autour de la ville stratégique de Bakhmout. Le gouvernement français va réquisitionner 2 dépôts de carburant pour alimenter les stations-service alors que la grève se poursuit aujourd'hui dans 5 sites de Total Energy au début d'une semaine à haut risque marquée par un mouvement interprofessionnel mardi 18 octobre et les premiers départs en vacances vendredi. France 24. À la mobilisation mardi de la CGT, FO, Solidaire et FSU. En plus des centrales nucléaires, crèches, cliniques privées ou encore fonctions publiques suivront la grève. Il y a des gens qui souffrent et ces gens-là, il faut que les revenus soient rééquilibrés. Le droit de grève, c'est important et ça embête beaucoup de gens de manière un peu indifférenciée, quoi. Mais c'est important, effectivement, de pouvoir s'exprimer de cette façon. À l'inverse, d'autres ne supportent plus les mouvements qui se multiplient, surtout à l'approche des vacances. Les cheminots CGT et Sudrail ont déjà prévenu, leur mouvement pourrait durer. Je trouve que c'est beaucoup de contraintes pour une mince partie de la population, quoi, voilà. Beaucoup de contraintes pour une majorité, pour des bénéfices pour une minorité, quoi, en fait. Il y a peut-être le droit de grève, mais il y a le droit aux vacances et qui risque d'être sacrément amputé dans les jours qui viennent. Là. Alors cette mobilisation est-elle le symbole d'une nouvelle fracture? Pour cet historien, si le mouvement divise, la thématique du pouvoir d'achat touche largement. On voit bien que cette problématique-là, elle peut malgré tout attirer un certain nombre de sympathies à ces grévistes, y compris par le biais de ce qu'on appelle depuis 1995 la grève par procuration. Parce qu'un certain nombre de nos concitoyens ne s'engagent pas forcément dans des mouvements collectifs ou pensent que peut-être ils n'ont pas les ressources pour le faire et approuvent malgré tout ceux qui, d'une certaine manière, portent des revendications qui pourraient être les leurs. Une opinion qui pourrait évoluer au cours de la semaine clé qui s'ouvre. Lula et Jair Bolsonaro, adversaires du second tour de la présidentielle brésilienne le 30 octobre, ont échangé dimanche 16 octobre de dures accusations, notamment sur le Covid et la corruption au début de leur premier débat télévisé face à face. France 24 nous en dit plus. Lula, tu devrais rentrer chez toi profiter de la vie plutôt que revenir sur la scène du crime. Le ton a rapidement été donné lors de ce premier débat de l'entre-deux tours. Avec ces mots, le président sortant Jair Bolsonaro a une nouvelle fois attaqué son adversaire sur les accusations de corruption. L'ancien chef de l'État a pourtant été acquitté par la Cour suprême de toutes les charges pesant contre lui. Lula, qui a qualifié Bolsonaro de petit dictateur, a préféré concentrer ses attaques sur la gestion de la crise du Covid-19. La vérité est que vous ne vous êtes pas occupé des gens, que vous vous êtes moqué, que vous avez ri, que vous avez dit que vous ne prendriez pas le vaccin, que ceux qui ont été vaccinés se transformeraient en alligators, deviendraient homosexuels, qu'ils ne doivent pas prendre le vaccin. Personne dans l'histoire de tous les gouvernements du monde n'a joué avec la pandémie et avec la mort.
comme vous l'avez fait. Avec près de 690 000 décès, le Brésil est le deuxième pays le plus touché au monde par la pandémie. L'opposition menée par Lula assure que près de la moitié de ces morts auraient pu être évitées. Le président sortant tente de son côté de briser l'image d'un Lula président des pauvres. Vous parlez tellement des pauvres, et je tiens à ce que ce soit très clair. Au cours de l'année 2020, lorsque les gens ont été contraints de rester chez eux, non pas par ma décision, mais par celle de nombreux gouverneurs, membres de votre parti, ils allaient mourir de faim. Rien qu'en aide d'urgence, en 2020, nous avons dépensé l'équivalent de 15 ans du plan d'aide économique que vous aviez créé. À moins de 2 semaines du scrutin du 30 octobre, Lula est donné vainqueur avec 53% des voix. Mais les instituts de sondage se sont lourdement trompés au premier tour, sous-estimant le score de Jair Bolsonaro de plus de 8 points. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne continuation sur notre chaîne. N'oubliez pas, vous allez suivre une toute nouvelle série aujourd'hui qui s'intitule Le Scandale. Sur ce, très bonne soirée sur notre chaîne. Très bonne soirée. Au revoir.